Quand je dis école, j'entends aussi bien école primaire qu'établissement secondaire, hein, par parenthèse. Bon, c'est un lieu éminemment social et les questions de lien social qui sont au cœur de ce colloque la traversent pleinement. C'est un lieu où se rencontrent des personnes singulières, les élèves, les enseignants, mais aussi, ne les oublions pas, plein d'autres personnels, des assistants d'éducation, des personnels de direction, des personnels administratifs, des personnels de santé, des personnels de service, etc. Et ces personnes singulières se rencontrent pour essayer d'élaborer du commun. Alors, examiner l'ensemble de ce système retarderait beaucoup notre déjeuner, donc je vais me contenter aujourd'hui d'évoquer ce qui se passe dans ce concentré, d'une certaine façon, qu'est la classe. La classe, en effet, est un lieu collectif particulier, une véritable, je pense, micro-société. Non pas au sens où certains ont voulu l'entendre, une sorte de lieu clos préservé du dehors, où toutes et tous, sous la férule d'un maître, seraient semblables jusqu'à la blouse qui était censée niveler les inégalités sociales, par exemple, mais comme la réunion, fortuite et contrainte, dans le cas des élèves, d'individus différents pour l'accomplissement de différents actes de travail et, secondairement, de vie. En ce sens, la classe est un lieu de relations interindividuelles et de relations collectives, de relations sociales, en un mot bien sûr. Non pas, là encore, dans le sens d'une socialisation idéale qui se ferait par apprentissage, sous la conduite éclairée de préceptes qui suffiraient d'ingurgiter pour devenir l'élève parfait ou le citoyen parfait, mais d'une socialisation acquise peu à peu par la confrontation aux autres, dans ce cadre imposé, et au même titre que dans la famille, dans la rue ou dans l'atelier. Confrontation, je dis, car pas plus que les autres lieux sociaux, la classe n'est pas un espace neutre. Elle est traversée par des clivages individuels, elle est traversée par des phénomènes de groupe, par des antagonismes de classe sociale. Il suffit de regarder dans n'importe quel établissement pour voir ces derniers à l'œuvre, au sein des classes mêmes, repérables à travers les vêtements, les attitudes, les affinités électives, les projets personnels, et plus encore, en ce qui nous concerne, plus encore le rapport à l'école et au savoir. La différence d'importance entre la classe et d'autres lieux sociaux réside dans la présence de ce médiateur qu'est le professeur, qui investit, en plus de son rôle hiérarchique, d'une fonction d'enseignement. Dans la classe se mettent en œuvre deux sortes de relations. Les relations sociales interindividuelles que je viens d'évoquer, affinitaires ou conflictuelles, et qui sont développées également hors de la classe, ne serait-ce que par exemple au sein de l'établissement, au cours des récréations par exemple, et avec tout ce qui les constitue, les échanges de musique, les rivalités entre élèves, les repas de classe éventuellement, les flirts pour les plus grands, etc. Alors, même s'il n'est pas dans les attributions du professeur de gérer ces relations, il ne peut pas non plus les ignorer complètement. Mais la classe est aussi et surtout le lieu d'un enseignement collectif à travers une triple relation aussi. La relation réciproque de chaque élève avec le professeur, le ou la professeur, réciproque parce qu'il y a la relation particulière du professeur avec chaque élève également, la relation du professeur avec la collectivité classe, on en a parlé avant moi, et la relation de chaque élève avec cette même collectivité, c'est-à-dire l'ensemble de ses condisciples. Dans ce cadre, et j'en viens à l'objet même de ce colloque, deux voies s'offrent à l'institution. Ou bien essayer d'aller dans le sens de renforcer le commun, ou bien laisser s'installer la déliaison. Et nous sommes en train de vivre le passage d'une attitude, d'une position à l'autre. C'est peut-être ce qui peut donner l'impression, je vais développer, ce qui peut donner l'impression, pour reprendre les termes de l'argument de ce colloque, d'une école qui ne sait plus où elle en est.
on vit une période effectivement d'évolution importante, je crois. Si on repart un petit peu en arrière, on a longtemps, depuis Jules Ferry au moins, vécu avec l'idée d'une école du commun, qui tenait à quoi? À l'organisation des élèves en classe d'âge qui se succèdent quasiment mécaniquement, à l'uniformité des programmes, qui sont communs pour tout le monde, à l'uniformité des horaires d'enseignement, et puis dans la classe elle-même, à l'uniformité pendant longtemps d'un modèle pédagogique qui était le modèle frontal, le modèle magistral, fondé sur la transmission de savoir par un maître qui faisait face, comme on a un certain nombre à l'avoir vécu, à des rangées d'élèves bien organisés et censés recevoir ces savoirs. Mais c'est cette uniformité, précisément, qui demande à être interrogée. Le fait que ce colloque soit placé sous la coprésidence de François Julien m'invite à rappeler, comme il l'a montré, que c'est en faisant travailler des écarts qu'on peut produire du commun, et non pas à partir du semblable qui ne produit que de l'uniforme. Si on examine de ce point de vue le modèle traditionnel d'enseignement, celui que je viens d'évoquer, force est de constater que la coprésence des élèves ne crée pas du commun dans les apprentissages si les élèves sont réduits à un rôle de réception individuelle. Cette première journée du colloque nous invite à réfléchir à transmission et séparation. Eh bien, je pense que le modèle transmissif classique, qui privilégie la relation entre le maître investi du savoir et chaque élève appelé individuellement à le recevoir, induit en fait une séparation entre les élèves qui reçoivent le savoir chacun dans son coin séparément. Je voudrais prendre quelques minutes pour développer ce point, si vous voulez bien, parce que ça a soulevé de multiples controverses. Cette idée de transmission est problématique. On transmet, pour moi, on transmet un patrimoine, on transmet des valeurs, on peut transmettre un pouvoir, c'est-à-dire quelque chose d'intact, au sens étymologique de non touché, non modifié. On peut transmettre un message, une lettre, un ordre, passons dans un autre domaine, dans un système mécanique simple, par exemple, le mouvement sera transmis. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui n'est en principe pas modifié. Et quand je dis qu'on ne transmet pas des savoirs, et encore moins le savoir, ça signifie que le savoir acquis par les élèves n'est jamais exactement le même que celui qui a été professé. L'élève aura des savoirs différents de ceux du maître ou de la maîtresse. Ils seront plus ou moins approfondis, plus ou moins développés, plus étendus ou moins spécialisés, mais toujours différents. Autrement dit, ces savoirs n'ont pas été réellement transmis à l'élève, mais acquis et appropriés par l'élève, ils sont devenus des connaissances, ses connaissances. Et de ce point de vue-là, ces connaissances sont aussi différentes, non seulement de celles du ou de la professeure, mais aussi de celles de ses camarades. Deux élèves qui ont suivi le même enseignement n'en retirent pas les mêmes connaissances. Ils ne se sont pas appropriés le même savoir, et la transmission de savoir, de ce point de vue-là, ne produit pas du commun. Alors, on objectera, bien sûr, par exemple, c'est ce qu'on entend souvent, mais 2 et 2 font 4, c'est bien un savoir transmis, il n'est pas modifiable, celui-ci. Je pense que c'est quand même une simplification abusive. Parce que le 2 et 2 font 4 de l'élève de maternelle, le 2 et 2 font 4 de l'élève de 6e, le 2 et 2 font 4 de l'élève de terminale S, celui du professeur de mathématiques ou celui de la mathématicienne, ce ne sont pas les mêmes, malgré tout. Il en va de même d'ailleurs avec, par exemple, les savoir-faire. Le trop fameux savoir-lire qui entraîne des quantités de controverses dans la presse notamment. Même avec le même apprentissage et la même méthode d'apprentissage de la lecture, eh bien, la lecture de tel élève ne sera pas la même que celle de son voisin, de tel autre. Ma lecture ne sera pas celle de mon voisin. Et puis on pourrait même aller plus loin, dire que ma lecture d'un poème, par exemple,
n'est pas exactement la même que celle du sommaire d'une revue scientifique. Donc réclamer aujourd'hui de remettre au cœur de l'école la transmission du savoir, comme on l'entend demander parfois, c'est réclamer le retour à un passé largement mythifié, c'est récuser des décennies de recherche en didactique. Heureusement, en effet, les pratiques d'enseignement ont évolué depuis les débuts de la Troisième République, permettant d'aller d'un enseignement collectif vers un apprentissage collectif. Les deux sont créateurs d'une forme de lien social, mais sûrement pas exactement le même. Être enseigné collectivement, ça peut simplement vouloir dire eh bien, j'ai reçu, le professeur a fait son cours, et puis nous étions les uns à côté des autres, et nous avons reçu un certain nombre de choses, donc il y a bien quelque chose de collectif. Oui, mais l'apprentissage peut être collectif, lui aussi, et ça devient à ce moment-là beaucoup plus fort. Pour passer d'un enseignement collectif à un apprentissage collectif, on a cherché, par exemple, à développer des pratiques de travail collectif entre élèves dans la classe. Ça a débuté avec l'introduction du travail de groupe, qui est d'ailleurs depuis entré dans les pratiques, y compris dans les instructions officielles, par exemple. D'autres ont exploré des modalités d'évaluation collective, ce qui, là aussi, renforce au minimum la cohésion au sein du groupe. Si on évalue la production d'un groupe entier, et pas celle de chaque élève pris individuellement et pris séparément, ça produit forcément quelque chose d'autre que la simple évaluation de l'élève isolé. Et puis, des pédagogies qu'on a appelées alternatives ont aussi élaboré différentes formes de coopération dans la classe, allant parfois jusqu'à des formes d'enseignement mutuel qui permettent un échange de connaissances entre élèves, un échange de savoir-faire dans une situation réelle de communication, ce qui donne aux apprentissages une dimension évidente de création de liens sociaux, puisque l'apprentissage n'est pas reçu uniquement du maître et de façon individuelle, mais est reçu par la coopération d'un certain nombre d'élèves. Ça n'est d'ailleurs pas très nouveau, cette idée d'enseignement mutuel, par exemple. Ça a été développé dès le XVIIIe siècle, et puis abandonné et redécouvert d'une certaine façon, réinvesti par un certain nombre de pédagogues et de pédagogies. C'est à la fois, c'est intéressant, je ne donnerai pas beaucoup d'exemples parce que notre déjeuner serait retardé d'autant, mais quand même, simplement, la prise en compte de cette donnée-là de coopération dans la classe, c'est à la fois la prise en compte du singulier, chaque élève apporte quelque chose aux autres, et puis en même temps, dans un cadre collectif, dans un cadre qui produit du commun, justement. C'est en même temps une richesse. Et j'avoue avoir été souvent ébloui par la richesse, justement, des créations d'élèves. Quand on voit un groupe d'élèves, par exemple, travailler à rédiger collectivement un récit, une dissertation suivant le niveau, hein, etc., quel que soit le niveau, en adaptant évidemment à leur capacité, on a quelque chose qui est très souvent beaucoup plus riche, beaucoup plus porteur justement d'humanité finalement aussi, mais de lien social que ce qu'on peut avoir lorsque chacun se retrouve à rédiger son propre texte tout seul dans son coin. Alors cet ensemble de démarches, comme je vous l'ai dit, c'était encore considéré souvent comme alternatif et ça n'est pas encore totalement achevé. C'est encore lacunaire, évidemment, c'est une démarche de construction de formes pédagogiques qui pourraient être intéressantes. Et pourtant, cette recherche du commun et du lien social dans la classe est aujourd'hui remise en question et de façon assez fondamentale. Pourquoi ? D'abord, chercher à développer des pratiques collectives ne va pas de soi.
ça heurte souvent de front les intérêts immédiats, par exemple, de certains parents. On entend mais oui, mais on ne s'occupe pas assez de mon enfant à travers ce travail collectif, ce travail de groupe. Et puis, évaluer un groupe, évaluer la production d'un groupe, c'est bien, mais et le mien là-dedans? Et ça justifie d'ailleurs le repli, par exemple, sur un certain nombre d'écoles privées qui ont fait du suivi individualisé leur cheval de bataille. Et en effet, dans une société qui est tentée par l'individualisme, les conceptions éducatives n'échappent pas à cette pression, à la recherche d'une adaptation de l'enseignement aux spécialités de chacun, en oubliant que le sens même de l'étude s'éprouve aussi collectivement. On assiste, je disais qu'il y avait une remise en question, on assiste depuis plusieurs années de la part tant des autorités de l'éducation nationale que de certains parents, que de certains courants pédagogiques même parfois, à une problématisation de l'école qui vise à substituer à la démarche collective d'enseignement et d'éducation, et donc, allons jusqu'au bout d'apprentissage, une juxtaposition de démarches individuelles. Alors, ce qui fait la force de ce mouvement de remise en question du collectif, c'est d'une part, c'est la convergence d'une part avec les thèses libérales très répandues dans la société, qui poussent à développer la concurrence à tous les niveaux, y compris la concurrence scolaire. C'est aussi, et de façon plus récente, la croyance à un libre développement individuel, à un épanouissement individuel qui échapperait miraculeusement aux contraintes d'une société qu'on s'accordera, si vous me le permettez, comme à juger inégalitaire. Les exemples sont nombreux de cette tentative, de cette tentation, je ne sais pas comment dire, d'aller vers une individualisation. Déjà, dans le discours sur l'école, le passage de l'élève à l'enfant. On parlait beaucoup d'élèves. Quand on parlait d'école, on parle beaucoup plus actuellement d'enfants. Alors ça peut avoir un aspect positif, bien entendu, on en a parlé, y compris ce matin, la prise en compte de l'ensemble de la personnalité de l'enfant. Mais c'est passé de la prise en compte d'une fonction au sein d'un groupe social, la classe, à quelque chose qui est beaucoup plus individuel, l'enfant et sa personne. Même exemple, un autre exemple, le passage de l'enseignement qui se faisait jusqu'à il y a quelques années encore, essentiellement dans la classe et avec toute la classe, à de l'aide individualisée qui se fait après, hors de la classe. C'est-à-dire que ça fonctionne comme si on considérait que ce qui se passe dans la classe n'est pas suffisant, n'est pas pertinent pour aider individuellement l'élève, et on le sort de la classe et puis on lui ajoute un petit quelque chose à côté. Le passage également de ce qu'on a appelé la pédagogie différenciée, qui consiste toujours d'ailleurs, bien sûr, à donner le même enseignement à tous, mais en variant les méthodes d'approche auprès de chacun, c'est-à-dire à combiner à la fois l'aspect collectif et puis la singularité de chaque élève. On est passé de la pédagogie différenciée à des parcours différenciés, c'est-à-dire que de plus en plus, chaque élève suit un parcours particulier. Et dans le même temps, et surtout dans le secondaire, pourquoi ? Parce que c'est plus facile à mettre en œuvre, on assiste à une dislocation fréquente de l'entité classe, justement. Alors, dislocation comment ? En fonction, par exemple, des multiples options choisies par les élèves en collège ou en lycée. Les élèves sont regroupés au cours de la semaine en des groupes distincts, variables d'une discipline à l'autre, c'est-à-dire qu'on sera dans tel groupe en langue, on sera dans tel autre groupe en informatique, on sera, etc., en option internationale. Et ça veut dire que, concrètement, tout tend à se passer comme si la classe n'était plus que le lieu d'une rencontre momentanée entre des individus venus chercher là des ressources associées pour chacun à une finalité différente, et que, au cours d'une semaine, ils vont être dans des groupes différents, 1 heure par-ci, 1 heure par-là, où finalement on a assez peu
de possibilité de créer du commun et même du collectif. C'est bien là que réside et la nouveauté et le problème. La relation interindividuelle et collective au sein de la classe cède le pas à des démarches qui sont à la fois individualisées et même individualisantes, comme je viens de l'évoquer. L'aboutissement de cette démarche, d'ailleurs, c'est la création exponentielle, là, depuis 3 ou 4 ans, d'écoles privées hors contrat, qui se limitent à quelques élèves choisis, largement semblables, comme si on voulait éviter la rencontre avec celui qui ne nous ressemble pas, celui avec lequel nous avons, pour reprendre le terme de François Julien, un écart, justement. Si on pousse les choses au bout, ça va même vers quelque chose qui nous vient des États-Unis, mais qui se répand largement en France actuellement, c'est-à-dire l'enseignement à domicile. On va prendre son enfant et puis lui donner l'enseignement à la maison. Et la création d'un lien social dans ces cas-là, par l'école et par la classe, elle est évidemment devenue quasiment inexistante. Alors dans le même temps, d'ailleurs, comme on s'est bien aperçu qu'il y avait un problème de ce côté-là, on a plaqué sur l'école des cours de journée citoyenne, par exemple, d'éducation civique. Mais dans le même temps où la classe est dépossédée de sa dimension collective, on prétend suppléer à cette carence en relations sociales par des apports de savoir. Mais on apprend la société en la pratiquant, et non pas à travers des cours qui nous diraient ce que c'est qu'une société, ce que c'est que le social. La classe ne peut pas être non plus un lieu où des individus viennent séparément chercher des ressources, alors intellectuelles, professionnelles, personnelles. Elle est, j'y reviens, comme la famille, la rue ou l'atelier, une société dont la spécificité, justement, c'est l'apprentissage de savoir, de savoir-faire. Ce sont ces deux données qu'il faut, si on veut réhabiliter justement le commun, qu'il faut combiner et gérer maintenant, non pas en situation en quelque sorte d'extériorité en référence à des savoirs et à une société adulte à laquelle les élèves n'ont pas encore part, mais en prenant bien en compte la situation actuelle, justement. Alors, je voudrais terminer par une précision qui est aussi une mise en garde par rapport à mon propos. Devant cette éruption de l'individuel dans l'enseignement, devant cet affaiblissement du lien social, certains sont tentés de regretter le bon vieux temps, l'école d'autrefois. Et nous l'avons vu, je l'ai évoqué au début, eh bien, justement, cette école d'autrefois, dans sa pratique quotidienne de la classe, n'était pas tellement une école du commun. Ce qu'il faudrait dire, ce n'est donc pas « c'était mieux avant », mais « c'était différent avant » et chercher maintenant, actuellement, la réponse au problème, non pas dans un retour au passé qui ne peut être que vain, mais dans la mise en œuvre de démarches pédagogiques propres à créer dans la classe du lien social. Et de ce point de vue, je persiste à penser, y compris pour l'avoir pratiqué pendant très longtemps, que c'est le développement de pratiques de coopération entre élèves, parce que ça implique une projection collective vers une œuvre commune. C'est par ce développement de coopération-là qu'on répondra aussi à notre exigence de reconnaissance mutuelle, de justice et puis, je dirais même, d'égalité. Je vous remercie. Je vais quand même me permettre, si vous le voulez bien, une question, parce que je trouve que votre intervention est très intéressante dans la mesure où on voit bien les difficultés dans lesquelles que vous essayez de nous rendre, dont vous essayez de nous rendre compte. Mais quand vous dites qu'avant, ce n'était pas une école du commun, je suis quand même sceptique. Parce que justement, ce que vous décrivez très très bien dans l'ensemble de votre travail, c'est que nous n'arrivons plus à faire une école du commun. Bon. Alors, reconnaître que l'avantage du modèle hiérarchique pyramidal, je peux dire plein de choses, d'hier, son grand avantage, c'est qu'il nous faisait tous du même 1. Et aujourd'hui, nous ne savons plus où il est ce 1.
Bon, donc, je suis d'accord qu'il ne faut pas pour autant retourner au modèle d'hier, puisque le modèle d'hier avait le grand désavantage en contrepartie, et c'était d'ailleurs formulé pour moi par une phrase de l'instituteur classique qui j'ai eu à mon propos, « Je ne veux voir qu'une seule tête ». Bon, ça disait bien ce que ça voulait dire. Il faut tous la même. Bon. Donc c'était du commun. Le problème, c'est qu'après, pour vous libérer de ce commun-là, waouh, il fallait, vous n'étiez pas aidé par le système, quoi. Mais aujourd'hui, en renversant la machine, puisqu'on est horizontal, etc., le problème, c'est qu'il y a beaucoup de petits 1, mais il n'y a plus d'un. Et vous le dites très bien dans votre texte. Donc, j'aurais préféré la fin. Il ne faut donc pas dire que c'était mieux avant. Ben, il y avait des choses qui marchaient avant que nous allons devoir reconstituer autrement. Hein. Ce n'est pas pour autant que l'avant est à valoriser comme étant ce qui était mieux. C'est pas ça. Mais justement, le point précis du comme un, eh bien, ils y arrivaient. Bon. Alors du coup, on ne sait plus faire 1 aujourd'hui. Et toute notre difficulté va être comment faire encore du 1 à partir des petits 1 reconnus dans une telle légitimité qu'ils sont finalement des hérissons, les uns à côté des autres. Tellement ils ont eu le poids d'avoir une unarité qui vaut et qui est juste, mais en même temps, leur unarité ne peut pas se faire aux dépens du sociétal. Voilà, je ne sais pas ce que vous... Oui, mais je suis d'accord, hein, tout à fait. C'est pour ça que j'ai dit d'ailleurs qu'on ne peut pas dire que c'était mieux avant, mais on doit dire que c'était différent, ni plus mal, c'était autre chose. Et justement, je pense que on ne voyait plus qu'une seule tête dans l'objectif initial. Uniforme aussi, oui, absolument. Et on crée des 1 semblables sans forcément prendre en compte les différences, justement, les singularités. Et mon souci, c'est précisément de faire du commun avec ces singularités. Et non pas d'essayer de transformer tous les élèves en des sortes de clones, tous qui auraient les mêmes... Mais vous mettez bien le doigt sur la difficulté. Comment encore faire du 1 collectif à partir du moment où on a donné tellement d'importance à la singularité du chacun qui émerge? C'est une vraie difficulté, c'est pas simple cette affaire-là. Hein. Absolument. Parce il faut d'abord bien qu'ils acceptent d'être un peu rabotés pour faire du 1 collectif, sinon ça marche pas. Jean-Pierre Lebrun, je voudrais quand même faire un petit point d'histoire de l'éducation pour aller au secours d'Alain Chevarin quand il a annoncé, mais autrefois il n'y avait pas du commun. Cet autrefois, c'est pas l'autrefois de notre jeunesse à nous, c'est l'autrefois de la jeunesse de nos grands-parents. Et il ne faut pas oublier que dans le système scolaire français, le système éducatif français, je ne parlerai pas pour les autres systèmes éducatifs européens. Et pour le voilà, oui, c'est tout à fait, c'est bien connu. Mais dans le système éducatif français, jusqu'au début des années 60, il y avait 2 ordres scolaires différents. Il y avait l'ordre scolaire qu'on appelait l'école primaire, qui allait du cours préparatoire, il y avait quelques classes maternelles, mais très peu, mais qui allait du cours préparatoire jusqu'aux classes supérieures du primaire. Et qui enseignait, on va dire, dans les bonnes périodes, à plus de 90% de la population. Et puis, il y avait l'autre ordre scolaire, celui qui concernait l'élite sociale de la France, et qui était tourné autour du lycée. Il ne faut pas oublier que dans ce lycée, il y avait les petites classes qui commençaient également au cours préparatoire. Et donc, effectivement, autrefois, c'était mieux avant. Non, autrefois, il n'y avait pas toujours du commun. Le commun, finalement, arrive assez tardivement dans l'histoire du système éducatif français. C'est tout le combat qui commence à apparaître au début du XXe siècle dans l'idée qu'il faut faire un commun pour tous les Français, une école fondamentale pour tous les Français, qui commence à avoir un début d'institutionnalisation avec Jean Zay au moment du Front populaire, et qui renaît finalement assez tardivement avec le général de Gaulle au début des années 60, et qui se traduit par la réforme Haby de 1975 qui institue le collège unique. Mais jusque-là, il y avait des voies séparées, et il n'y avait pas du commun pour tous les Français. Ce que vous dites m'a fait venir quelque chose à l'esprit qui est très simple.
c'est la comparaison entre les vieilles photos de classe et les nouvelles photos de classe. Moi, ce qui me frappe toujours terriblement dans cette comparaison, c'est que dans les vieilles photos de classe, les élèves sont habillés comme l'enseignant. Dans les nouvelles photos de classe, c'est l'enseignant qui est habillé comme les élèves. Y compris à l'université. Et il ne peut pas avoir de critique dans ce que je dis, un peu d'ironie piquante éventuellement. Non, je me demande si le fond du problème ne vient pas simplement du fait qu'on ne confie plus à l'école la tâche de créer de l'individuation. Si cette individuation, c'est bien de ça dont il faut parler, ne passe pas actuellement par d'autres voies que l'école. On investit l'école d'une tâche qui devient de plus en plus matérielle, mécanique, qui est de permettre à l'élève d'échapper au chômage. Parce que il faut dire les choses crûment. Le développement, ce qu'on va appeler le développement personnel, l'individuation, le sens de la relation est quelque chose qui m'a l'air d'être sérieux, d'avoir très sérieusement échappé aux voies de l'école pour prendre d'autres voies. Ces voies sont multiples, elles évoluent extrêmement vite, mais ce que je constate dans le monde de l'école, c'est une espèce de nostalgie de ces temps où non seulement on enseignait, mais on créait des individus. Écoutez, je vous propose que nous arrêtions là, sinon nous ne mangerons pas. Mais votre question mérite beaucoup de discussion.